Bonjour à tous et bienvenue dans Talent et Carrière, votre émission dédiée au monde du travail. Cette semaine, au programme, un regard clair sur 2025 et ce qui nous attend en 2026. Emploi, IA, formation, comment se préparer aux bouleversements qui arrivent. C'est le programme de la semaine que nous allons aborder avec nos invités. Voilà avec moi 3 beaux invités pour parler de ce sujet qui est tout simplement le bilan 2025 et comment nous allons préparer cette année 2026 avec les ressources humaines. Je reçois Marc Gomez, vous êtes présidente de Adecco Group France. Bonjour. Bonjour. Rebecca Renverso, vous êtes cofondatrice et CEO de Tomorrow Theory. Bonjour. Et Kevin Bouchareb, expert RH. Vous êtes habituellement avec nous en tant que chroniqueur, mais aujourd'hui, vous venez en tant qu'expert pour nous parler justement de toute cette vision qu'on aura pour 2026. Marc Gomez, je vais commencer par vous, parce que selon vos études, 80% des actifs utilisent désormais l'IA au quotidien dans leur travail, contre 17% l'an dernier. C'est assez colossal comme différence. Comment est-ce qu'on explique une évolution aussi radicale en si peu de temps ? Vous avez raison, Alexia, c'est x4. Sur une seule année. Donc on peut parler d'accélération. Et aujourd'hui, c'est juste que la totalité des parties prenantes utilisent l'IA dans son quotidien. Les jeunes, les moins jeunes, les entreprises. Et ces 81% à remettre en comparaison aux 17%, c'est juste incroyablement difficile pour les entreprises d'absorber. Et donc cette accélération, quand on regarde 2025 et quand on se projette sur 2026, va demander une acculturation, clairement. Ouais. Et justement, est-ce que l'entreprise, elle a suivi ou est-ce qu'elle a été dépassée par sa propre transformation ? Alors, on peut parler de disruption, de révolution. Ce qui est sûr, c'est que ce qui est un vrai challenge, c'est pas la partie technologique, c'est la partie de la vitesse à laquelle ça se passe. Exact. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui sont plus rapides que d'autres et qui arrivent à surfer cette vague très très rapide. Il y en a d'autres qui ont plus de difficultés, il faut les accompagner, il faut leur tenir la main. Et c'est ça le vrai enjeu, et ce n'est pas un sujet que de RH, pour le coup, c'est un sujet de tous les managers, de toute l'entreprise. Complètement. Et donc il y a un vrai sujet, comme je l'évoquais, d'acculturation, qui est de donner les éléments de lecture. Et aujourd'hui, cette vitesse fait que les personnes sont inquiètes et il faut absolument les rassurer. Rebecca, chez Tomorrow Theory, vous accompagnez les entreprises sur l'adoption de l'IA, entre autres. Vous les accompagnez de façon générale sur tout ce bouleversement technologique qui a lieu. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui réussir ou échouer un projet de transformation avec l'intelligence artificielle ? Avec l'intelligence artificielle, comme on disait, ça va changer en fait la façon dont on travaille aujourd'hui et en fait dont on va travailler demain. Mais le problème, il est surtout aujourd'hui. Qu'est-ce que ça dit de moi d'avoir une intelligence, une machine qui fait peut-être mieux que moi et plus vite ? Et donc l'accompagnement humain est extrêmement important puisque ça va toucher à la valeur que les individus ont de leur travail, la vision qu'ils ont d'eux-mêmes. Et donc une transformation réussie, pour moi, passe par 3 choses. L'ouverture de la discussion, du bottom-up, comme on peut le dire, le fait d'ouvrir le langage dans un cercle en fait, de sécurité, qu'on puisse dire j'ai peur, je ne sais pas comment y aller, je n'ai pas compris comment ça fonctionne, qu'on puisse aussi ouvrir le shadow IA, le fait que les employés peuvent faire de l'IA, mais sans forcément prévenir leur manager sur quoi et pourquoi, et donc bien sensibiliser notamment à la réglementation, l'éthique, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, et le fait de mettre en place des projets, des POC, qui ont un retour sur investissement qui est intéressant pour l'entreprise, mais également pour le collaborateur qui va le mettre en place. Oui, alors là, on parle de transformation de façon générale, de formation, de montée en compétences, mais il y a aussi la partie recrutement. Kevin, justement, vous observez sur le terrain des RH au quotidien. Qu'est-ce que l'IA a réellement changé dans la façon de recruter en 2025 ? Alors en fait, il faut comprendre que dans tout le panorama RH, le recrutement était probablement le domaine des RH dans lequel on utilisait l'IA depuis le plus longtemps. Effectivement. Donc c'est pas aussi nouveau que ce qu'on peut dire. Mais par contre, la grosse nouveauté, vous l'avez dit, ça vient du côté des employés. Du côté des employeurs, on avait déjà fait le boulot. Le tri un peu bizarre, sur des critères pas toujours très efficaces ou très éthiques. Et bien là, les employés font pareil. Si bien qu'on arrive à une situation de blocage assez inédite, où en gros c'est l'IA qui parle à de l'IA. Donc les employés utilisent l'IA pour faire leur CV, pour faire leur lettre de motivation, en la rendant le plus standard possible. Les entreprises utilisent l'IA pour faire les offres et puis pour scanner tout ce que les employés font, si bien qu'en fait on est dans une situation de blocage où on ne scanne plus les meilleurs employés, mais ceux qui utilisent le mieux l'IA pour essayer de débunker, si j'ose dire, les problèmes que ça pose. Et donc ça rend d'autant plus essentiel les techniques de recrutement qui contournent l'IA. Et ça rend du coup le recrutement actuel un peu plus injuste qu'il ne l'était avant. Ah bon ? Parce qu'en fait, soit vous maîtrisez très bien l'IA, mais ça ne dit rien de vos compétences, soit vous en revenez aux vieilles techniques qui étaient plutôt votre réseau.
Ce qui fait que ça va rendre finalement le recrutement un petit peu plus inégalitaire qu'il ne l'était, et donc ça force à penser autrement, à retourner sur le terrain, appeler ses anciens collègues. Ceux qui ont moins de réseau sont forcément moins gagnants de ce côté-là. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que les candidats sont mieux évalués ou plus filtrés du coup? Alors très clairement, il y a une espèce de tension au contrôle du filtrage, mais qui ne marche pas très bien. D'une part parce que ça casse complètement les efforts qui avaient été menés pendant une vingtaine d'années autour des fameux profils atypiques, dont on a parlé un petit peu trop d'ailleurs à mon sens, mais qui était de dire, au bout d'un moment, on ne peut pas tout cartographier d'un candidat tel qu'on voudrait qu'il soit. Parce qu'en fait, on se prive de la marge créative que ce candidat peut avoir et qui peut apporter beaucoup à l'entreprise. Et ça, on peut le voir qu'à l'immersion, qu'à un moment où on teste cette personne. Et justement, côté évaluation, on a des logiciels d'IA aujourd'hui qui font des trucs assez abominables, qui vont en gros scanner pendant la visio que vous avez devant l'entretien vos émotions, votre langage non verbal, ce que vous dites pas, le champ lexical, et qui va standardiser ça en fonction de ce que devrait être un entretien réussi, et ça vous dira ça c'est bon, ça c'est pas bon. Est-ce que ça existe déjà ou c'est plutôt pour 2026? Ah non, ça existe déjà maintenant, et on s'attend à ce que ça s'amplifie à partir de 2026. Okay. C'est évidemment pas là qu'il faut aller. Il faut revenir à mon sens à des bonnes vieilles pratiques qui sont justement, j'en parlais, l'immersion, qui est de se dire qu'une fois qu'on a fait un premier passage, on peut demander à un candidat de venir tester plutôt que de passer son temps à mettre en place des technologies qui contrôlent tout. Merci Kevin. Est-ce que vous, Marc, vous constatez ça effectivement? Vous pensez que peut-être que la reconversion va devenir une norme aussi, puisqu'à force d'avoir ces CV un petit peu standardisés et puis de faire appel à son réseau, on va devoir penser peut-être à une reconversion professionnelle. C'est un bon point. Moi, je suis convaincu, et en tout cas c'est notre conviction, c'est que l'IA doit augmenter l'humain. On est la dernière génération à ne manager que des humains. À partir de maintenant et demain et après-demain, on va manager une équipe hybride. Et donc, opposer IA et humain, pour moi, c'est un match qui est perdant. Il faut absolument faire en sorte, et l'IA, beaucoup de personnes, je l'évoquais, sont soucieuses du futur de leur job, c'est tout à fait normal, tout à fait humain. C'est une période où on passe de l'ancien monde au nouveau monde de manière instantanée. Oui. Donc ça, c'est normal et tout à fait humain que les personnes soient soucieuses. Je le disais tout à l'heure, il faut les accompagner. Mais au-delà de ça, il faut aussi pouvoir bien comprendre que l'IA remplace des tâches, remplace pas des personnes. Et donc, si on est capable, et il y a plusieurs stratégies pour embrasser l'IA en entreprise, notre parti pris, c'est de faire en sorte qu'elle augmente l'humain, et donc de faire en sorte que toutes les tâches répétitives, simples, sur lesquelles le match IA-humain, il est gagné, c'est l'IA qui est beaucoup plus rapide, et de cantonner, si j'ose dire, l'humain à être beaucoup plus qualitatif face aux clients, face aux candidats, face aux candidats. Ça met la barre haut, donc on doit vraiment, nous, finalement, notre propre concurrence, c'est l'IA et elle nous challenge, en fait. Et donc, vous avez raison, la reconversion, elle prend un mot, c'est avec un grand R. Parce que là, on doit regarder, et aujourd'hui, les soft skills qui ont, depuis pas mal de décennies, pris de l'ampleur, aujourd'hui, elles sont d'autant plus importantes. Et donc, ce que je vois en tout cas dans un groupe comme le nôtre, ce qui est compliqué, c'est de se dire comment on fait pour avoir un juriste senior ou un comptable senior puisqu'il n'y a plus la case junior. Oui. Donc comment on fait un junior, on l'a été, on fait nos armes, on fait nos gammes, et à un moment on devient un peu plus expérimenté et on passe senior. Et là on demande, puisque l'IA va beaucoup adresser les tâches élémentaires, de passer directement senior. Ça c'est un vrai enjeu. Ça c'est un vrai enjeu pour les entreprises. Bouleversant, oui. Rebecca, vous travaillez aussi sur les biais algorithmiques donc de l'IA. Est-ce qu'elles peuvent devenir un accélérateur ou plutôt un saboteur de diversité pour les organisations? Alors, les biais, c'est un sujet un peu compliqué parce qu'en fait, il y a les biais de la machine elle-même qui suivent tout le chemin de la donnée. Donc, il y a des choses pour lesquelles on ne pourra pas trouver de solution parce que c'est dans la construction même de la machine. Et après, il y a nos propres biais. Donc, quand on va utiliser une machine biaisée avec nos biais, en fait, on ne fait qu'ajouter des biais. Puis, quand on va lire le résultat, on va le lire biaisé. Quand on va le restituer, on va le restituer biaisé. Donc, le biais, en fait, est d'abord, quelque part, une sorte de frein. Après, l'idée, c'est qu'on peut essayer de débiaiser. Mais on ne pourra jamais débiaiser entièrement une IA. L'idée va être derrière d'essayer de faire quelque chose d'éthique et de quelque chose de continu, pour pouvoir, dès qu'on identifie un biais, pouvoir rectifier les choses, mais on peut oublier la perfection, en tout cas sur ce domaine. Kevin, si on se penche un peu sur la vie des entreprises, on peut dire que 2025 a été une année assez pivot. Vous avez observé des changements en matière d'organisation et de management. Là, vous avez parlé de recrutement, on a parlé des algorithmes et des biais, mais au-delà du recrutement, l'organisation s'est transformée en 2025. Ouais, je pense qu'on a rarement vu dans l'histoire une année aussi chargée que 2025 en matière de changement au niveau de la vie des entreprises. Moi, je retiens 4 points, mais qui sont fondateurs. Et si j'étais à la place d'un
Un dirigeant aujourd'hui, sincèrement, survivre à 2025, c'est dur. Déjà, premièrement, c'est le changement de la donne géopolitique en général. On l'a un peu oublié, mais enfin, on s'est pris la guerre commerciale, la régionalisation de la mondialisation. On voit bien qu'aujourd'hui, les échanges internationaux fonctionnent plus du tout de la manière qu'on avait encore de le faire il y a 2-3 ans, avec la mondialisation heureuse, globale, etc. L'instabilité politique qui nous touche en France, mais quasiment partout dans le monde, et surtout réglementaire. Ce qui fait que pour un dirigeant, prendre des hypothèses aujourd'hui avec un environnement réglementaire qui peut demain changer, c'est quand même très compliqué. Deuxièmement, on voit, et ça c'est très clair, une forme de retour de l'autorité, voire de l'autoritarisme dans le lieu de travail. Et ça, c'était pas très attendu. Vous savez qu'on est passé pendant à peu près 20 ans à une forme, alors confinée parfois un peu à la bêtise, mais en tout cas pavé de bonnes intentions, de bienveillance managériale qui consistait à se dire que plus on mettra d'accent sur le bien-être et la gestion des collaborateurs de manière humaine, plus on aura de performance, qui est un axiome qui est évidemment vrai. Mais pour autant, le contexte géopolitique a rendu un accès de tension, si j'ose dire, qui se manifeste dans les comportements managériaux et qui donne du poids à certains discours qu'on ne voyait plus vraiment. Les sémiologues parlent de revirilisation du discours managérial, c'est assez clair. Je donne un exemple, les programmes de retour arbitraire au bureau en sont l'exemple le plus évident. C'est-à-dire qu'on ne se gêne même plus d'expliquer pourquoi. On sait très bien d'ailleurs que les raisons derrière ça sont souvent pas celles qu'on dit. Et en fait, on dit non, il faut revenir au bureau, point. Bon. D'accord. Ok. Et rapidement, deux derniers points de contexte. L'explosion, la conséquence de ça, c'est l'explosion de l'absentéisme et du désengagement. Là, tous les indicateurs, qu'ils soient globaux, nationaux, européens, le montrent. Il y a vraiment une explosion. Et enfin, un vrai conflit d'aspiration et de modes managériaux entre une Gen Z qui commence à devenir, pas hégémonique, mais presque, au niveau de l'entreprise, et puis d'autres générations qui n'étaient pas du tout éduquées à ces modes managériaux et qui souvent sont déconcertées par des discours, par des comportements qui ne comprennent pas toujours très bien, si bien que ce sujet d'intergénérationnel devient de plus en plus important. Alors au-delà de l'intergénérationnel, vous, Marc, vous soulignez une urgence, féminiser la tech et l'ingénierie. Où est-ce qu'on en est en 2025 par rapport à ce sujet ? Eh bien, on n'avance pas bien vite. Non. On n'avance pas bien vite et comme notre conviction, c'est que tout le monde a de la valeur, le fait de se priver de cette manne de personnes, de femmes sur les métiers de la tech, c'est un vrai handicap. Pourquoi est-ce si lent ? Aujourd'hui, on a 30%, le dernier baromètre que j'ai vu, c'est 30% d'élèves élèves ingénieurs femmes, alors qu'il y a un vrai plan de faire une parité à 50%. Ça avance très, très, très doucement. Moi, ma conviction, c'est qu'il faut complètement... Alors, est-ce que c'est des biais culturels ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, c'est un vrai objectif que d'aller dès le collège. Vraiment, il faut aller ouvrir le champ du possible à tout le monde. Il y a une personne sur deux sur Terre qui est une femme. Aujourd'hui, on peut pas se dire, en fait, il y a ces métiers-là, ils sont pas possibles. C'est juste pas acceptable. Et je pense qu'il faut, dès le jeune âge, aller en collège et en lycée. C'est ce que nous faisons. Alors évidemment, les enjeux sont énormes. On parle de plusieurs milliers de personnes nécessaires sur une division conseil en ingénierie comme la nôtre. Et ma conviction, c'est de travailler là-dessus. Et je pense que là, pour le coup, toutes les parties prenantes, c'est pas un sujet que d'entreprise. Les politiques ont leur rôle. Les associations, comme elles bougent, ont un rôle très très important. Mais toutes les parties prenantes, sur un sujet comme celui-ci, il y en a plein d'autres qui requièrent toutes les parties prenantes. Mais pour moi, c'est vraiment là où le collectif doit vraiment jouer son jeu. Rebecca, vous, en tant que femme, justement, est-ce que vous constatez qu'il y a aussi encore ce manque de parité et qu'il y a un manque peut-être d'envie de la part des femmes d'aller vers l'IA ? Est-ce qu'il y a des biais, justement, par rapport aux technologies ? Il y a des biais sur les technologies qui ont été créées initialement. La technologie, elle est biaisée parce que nous sommes biaisés et nous l'avons créée. Et en fait, elle a été créée majoritairement par des hommes. Donc, elle est naturellement biaisée par un regard un peu masculin, puis par un regard américain. Donc, c'est assez compliqué. Au-delà du fait, effectivement, d'aller sensibiliser dans les écoles, on manque cruellement de modèles féminins dans la tech. De modèles féminins, en fait, pour inspirer ces petites filles, pour dire « je voudrais être comme ça » et pouvoir les amener sur ce chemin. On a après des sujets un peu plus techniques sur quand on fait des offres d'emploi pour les femmes dans la tech. Est-ce qu'on utilise le bon vocabulaire ? Est-ce qu'elles se sentent incluses quand on fait une fiche de poste et qu'on parle d'expertise ? Une femme ne se sent pas forcément concernée par ça, même si elle peut être experte dans son sujet. Ce n'est pas le sujet de elle l'est ou elle l'est pas, c'est le sujet de comment elle se projette. Est-ce qu'il y a en 2025 et pour 2026, est-ce qu'il y aura justement des compétences qui vont devenir obsolètes et de nouvelles qu'il faut absolument acquérir ? Alors,
Tout à l'heure, on parlait des soft skills. Les Ouais. soft skills vont revenir, c'est sûr. Ok. Elles ont toujours été là, mais quand la machine peut prendre des tâches simples et répétitives, on va parler de tâches à charge cognitive faible. Ok. Donc, la machine peut le prendre, elle prend des tâches et je donne d'autres tâches à d'autres personnes. Donc, forcément, on va jouer sur les compétences. On va jouer sur des compétences aujourd'hui faciles. Tout ce qui va être code, la machine le prend très très bien. Et on va laisser tout le reste, ou en tout cas, on va choisir ce qu'on laisse à l'être humain. Et donc, en fait, on va devoir à la fois créer de nouvelles compétences, parce que ces IA, il faut les gérer, il faut les superviser, il y a plein de domaines qui vont se créer, donc on va créer de nouvelles compétences techniques. On va bien investir sur nos compétences soft, à savoir l'adaptabilité, l'agilité, la prise de recul, etc. Et bien sûr, il y a des compétences qui sont vouées à être moins importantes, on va dire, en tout cas, sur un premier plan de recrutement. D'accord. C'est assez intéressant parce qu'effectivement, on doit s'adapter maintenant aux nouvelles tendances et puis surtout aux nouveaux besoins des entreprises sur 2026. Kevin, est-ce que la formation va devenir une formation à la demande, plus personnalisée, alimentée par l'IA, parce qu'on n'a pas assez parlé de formation encore. Oui, je crois que là, pour le coup, c'est un sujet qui doit nous réjouir. Il y a moins d'appréhension, à mon avis, sur le côté positif de ce que l'IA peut apporter dans le domaine de la formation. Le premier point, c'est qu'on a de plus en plus de plateformes qui font du matching, vous savez, entre la gestion des carrières, c'est-à-dire en gros ce qu'un poste peut être, et sa déclinaison sous forme de compétences, et la gestion de la formation. D'accord. Et donc, si vous cartographiez en gros les postes que vous avez dans votre organisation sous forme de compétences, que vous leur associez un niveau, que vous permettez aux collaborateurs de s'auto-évaluer ou de s'évaluer sur ce niveau, ça permettra de dire quelle est la formation que je dois faire pour pouvoir accéder à ce poste dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, et également de se faire recommander par l'IA par rapport aux gens qui ont eu des parcours similaires ou des parcours différents, par rapport à nos souhaits de mobilité, par rapport à nos souhaits d'accélération, au contraire de décélération, d'avoir le champ des possibles qui s'offre à nous, ce qui est évidemment quelque chose qu'un œil humain peut très difficilement faire, même pour les RH expérimentés. Donc là-dessus, c'est assez réjouissant. J'ai connaissance de quelques plateformes qui existent déjà, mais beaucoup sont en train de monter en puissance. On voit aussi beaucoup d'entreprises qui investissent elles-mêmes dans des technologies en interne pour pouvoir faire ça. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et puis le deuxième point, c'est que l'IA va permettre de répondre à un des gros sujets des directions de la formation qui sont la production, mais surtout la maintenance, la traduction et l'envoi des supports de formation, des modules de formation eux-mêmes. Là, on va évidemment aller beaucoup plus vite. Je me souviens de Duolingo qui dit on avait besoin d'1 an pour faire un module de formation en entier. Aujourd'hui, en 1 an, ils en font 128. Ouais, 128. Donc là, il y a un truc qui est hallucinant qui s'est passé. Et donc, justement, ça va permettre d'aller beaucoup plus vite, d'adapter les contenus par rapport à nos besoins et surtout de rendre l'apprenant vraiment autonome et acteur de son parcours. Ça fait très longtemps qu'on parle de ça, c'est même une veine ancienne en RH que de dire ça. Là, c'est bon, on y est. Si je cartographie mes compétences, que j'explique à la machine ce que je veux, alors je pourrais vraiment aller demain là où je veux. Celui qui ne le fait pas, en revanche, et qui attend de l'entreprise qu'il le fasse pour lui, risque d'être très, très fortement paumé. Marc ? Oui, voilà. Pour rebondir sur ce que vous dites, parce que je suis complètement en phase, il y a un vrai sujet d'employabilité. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous ne vous mettez pas à jour, nos grands-parents pouvaient, sur la seule base de la formation initiale, faire toute une carrière. Ouais. Nos parents, déjà, il fallait qu'ils se remettent à jour 2 à 3 fois. Maintenant, selon les métiers, bien entendu, si vous ne le faites pas de manière continue, vous êtes juste hors jeu. Ouais. Et donc, c'est vraiment une question de survie professionnelle et d'être employable et d'être toujours au meilleur de sa forme en termes intellectuels. Donc ça, moi, je suis tout à fait d'accord. Et pour continuer un peu dans cette voie optimiste, il y a 9 personnes sur 10 qui acceptent maintenant de se reconvertir. Ce n'était pas le cas il y a encore 20-30 ans. Oui. Aujourd'hui, je ne dis pas que ça devient une norme, mais ils savent que ça fait partie de leur carrière, de se reconvertir. Et aussi parce que c'est peut-être mieux accepté par les RH, par la société, d'avoir un projet de reconversion. On se dit, la personne s'est remise en question et c'est très bien. Donc c'est peut-être aussi parce que c'est mieux accepté que les personnes y vont peut-être... Et le vrai sujet, pour rebondir sur ce que disait Kevin, c'est pas si simple de radiographier quelqu'un, de dire voilà quelles sont les compétences techniques et soft, et voilà ce que tu peux faire. Et l'IA là-dessus... Parce qu'avant l'IA, c'était plutôt fait à la mano, et puis se dire, on va faire tel parcours, et tel financier junior va devenir un business analyst. Maintenant, l'IA permet d'ouvrir le champ du possible. Et on arrive à avoir des parcours qu'on n'aurait pas, soyons honnêtes, humainement pu même rêver. C'est vrai. Le vrai sujet, en fait, aujourd'hui, et c'est ce qui est peut-être, pour le coup, pour rééquilibrer l'optimisme avec le pessimisme, c'est qu'aujourd'hui, clairement, on voit les postes qui sont en train de disparaître. Mais personne n'a la boule de cristal pour savoir ceux qui vont apparaître. On voit ceux qui vont apparaître dans 2 ans. Moi, je peux vous assurer, dans un groupe comme le nôtre, avec 16 000 personnes, je ne sais pas. C'est vrai ? Je ne sais pas. Par contre, je vois ce qui est en train de disparaître et là où il faut commencer, parce qu'on est en phase de transformation. Qui dit transformation, dit quelque part déséquilibre.
Et c'est un déséquilibre sur lequel il faut se reprendre l'équilibre. Oui, parce qu'on n'arrête pas de dire, effectivement, alors l'IA ne va pas licencier en masse et remplacer les métiers, elle va en créer de nouveaux. Oui, mais il y a quand même un gap entre les métiers qui se terminent et qui sont obsolètes et les nouveaux qui vont être créés. Je ne pense pas que ce soit immédiat. Vous avez raison, Alexia, mais si on regarde, et moi je ne sais pas en net, ce qui est sûr, c'est que toutes les autres évolutions, et qui remontent déjà au 19e siècle, à chaque fois en net, mais on a pris un peu de perspective après la Révolution, en net, il y a toujours eu plus de création que de pertes. Oui. Donc, est-ce que parce qu'il y a eu à chaque fois du net, est-ce que je peux moi vous garantir qu'il y aura du net sur celle-ci? Je ne sais pas. Oui, voilà, on ne sait pas en fait. C'est ça. Oui, Kevin. Non, ça c'est alors pour le coup, je vais reprendre les propos de notre Nobel d'économie qui parle de destruction créatrice schumpeterienne pour parler de ça et qui nous dit qu'effectivement, si on regarde dans la perspective historique, le problème c'est qu'on n'a pas de secteur quaternaire. C'est la grande différence par rapport aux autres révolutions industrielles. On avait des transferts de jobs d'un secteur à l'autre. Étant donné que le secteur tertiaire se vide de tout ou partie de ses compétences ou de ses emplois à cause de l'IA, on ne sait pas où ils vont aller. Alors, une hypothèse nous dit que ça va être dans le secteur du care, parce qu'effectivement, on a d'énormes besoins aujourd'hui qui ne sont pas pourvus ici, mais c'est des métiers qui ne sont pas immédiatement transférables d'un col blanc, si j'ose dire, à un col bleu ou semi-bleu ou rose, comme on veut le dire de temps en temps. Et moi, c'est ce qui m'inquiète clairement. Donc, le système du care, juste pour dire, c'est le système de santé. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que je peux compléter rapidement? Oui, allez-y. Le quaternaire est théorisé depuis les années 70. Globalement, en fait, quand on dit qu'il n'existe pas, c'est parce qu'on est en train de le construire. Et c'est cette théorie du déversement, d'aller du primaire au secondaire. Et en fait, on est dans le tertiaire. On est en train de se déverser un quaternaire qu'on est en train de construire. Donc effectivement, on prévoit qu'on aille dans les métiers du soin, mais également dans tous les métiers qui ont un business model aujourd'hui assez peu rentable. On va aller sur de la recherche, on va aller sur tout ce qui va être le médical, tout ce qui va être le social. Et donc, on prévoit que peut-être, en fait, ce déversement des cols blancs des bureaux va aller, en fait, là où on n'est pas encore, dans les tiers-lieux. À voir, effectivement, si on prend cette bonne direction. Oui. Alors, si vous deviez adresser un message unique aux dirigeants français qui nous regardent, quelle doit être leur priorité absolue en 2026 pour rester compétitifs et humains? Je vais commencer par vous, Marc. Question. Je l'ai dit en introduction, l'acculturation et le fait d'accompagner les femmes et les hommes de l'ensemble de la société, parce que ce n'est pas un sujet que d'entreprise, c'est un sujet de nos jeunes, de nos enfants, de nos moins jeunes. Il ne faut pas croire. Alors, c'est vrai qu'un message, un recours à ChatGPT sur 2, c'est les jeunes de 18 à 25 ans, c'est une réalité. Mais tout le monde est disrupté par l'IA. Et je pense que le fait d'adresser, de s'adapter, et j'aime beaucoup ce que vous disiez, Kevin, sur le fait de customiser, d'individualiser chaque parcours. On est tous différents. Il y en a qui sont plus rapides que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins intelligents ou plus intelligents. C'est juste que le plus on sera capable de tenir la main, parce que si le fait d'être une reconversion devient une norme, les personnes sont encore 7 sur 10, c'est un chiffre que j'ai aussi en tête, à être un peu inquiètes sur comment on va les accompagner. Exactement. Et les accompagner, ce n'est pas uniquement l'ARH de l'entreprise, c'est la société avec un grand S. Et ce sont les administrations, c'est France Travail si la personne est en situation de chômage. Donc pour moi, la priorité claire, c'est de se dire, et c'est en tout cas ma conviction forte, ce n'est pas un défi technologique. C'est pas un défi technologique. Évidemment, il faut l'adresser, mais c'est un défi de vitesse d'absorption humaine à pouvoir surfer cette vague. La vitesse à laquelle, la vitesse à laquelle cette transformation se fait est sans commune mesure avec celle de Internet, qui est il n'y a pas si longtemps. Donc allez vite, dépêchez-vous, ça c'est un petit peu le message aujourd'hui. Rebecca, vous deviez justement aussi avoir un mot pour les dirigeants. Je compléterai ce que Marc dit, en fait, tout va très vite aujourd'hui avec l'IA qui débarque sur ce marché, qui transforme beaucoup de choses et on nous demande d'absorber beaucoup d'informations et même quand on travaille avec l'IA, on voit qu'elle nous donne beaucoup d'informations. Mais le conseil que je donnerais, il est de concentrez-vous sur votre charge cognitive. Ah. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la charge cognitive, c'est l'énergie qu'on déploie pour résoudre une tâche. Elle est décomposée en 3. L'intrinsèque, la résolution de la tâche, l'extrinsèque, tout ce qui va perturber ça, donc les notifications, le fait qu'on soit dérangé, les news et tout. Et la germane. Et la germane, c'est celle qui est liée à l'apprentissage. Donc c'est celle qui nous permet de construire des schémas et finalement de faire des liens plus rapidement et d'aller justement plus vite la prochaine fois. Et en fait, cette charge cognitive aujourd'hui, comme l'IA prend tout ce qui est
faible intensité, ça nous laisse tout ce qui est à haute intensité, d'où le problème des juniors qui n'ont pas le temps d'apprendre. Et on ne peut pas tenir dans une charge cognitive à haute intensité en permanence. Non. On a besoin de se reposer, on a besoin de victoires faciles, on a besoin de tâches en fait répétitives. Donc vraiment, travaillons sur notre charge cognitive, sur notre écologie cognitive pour nous permettre justement d'absorber tout ce qui arrive, de le faire bien et sans se cramer. Oui, est-ce que vous dites c'est à l'échelle individuelle et collective? Et collective, parce qu'en fait, on a notre responsabilité individuelle sur nos tâches. Il y a la responsabilité managériale, comment j'accompagne finalement mon collectif et comment je les autonomise sur cette tâche et comment je fais que le travail de demain soit soutenable cognitivement. Voilà. Donc, allez vite, prenez en charge votre charge cognitive. Kevin, un petit mot pour 2026, alors peut-être aussi bien pour les candidats que pour les entreprises. Bon, déjà, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Vraiment, si c'est on est en plaisir phase, c'est bien ça. déjà. Alors moi, c'est mon petit... J'ai profité de la tribune qui m'est donnée pour faire un petit... Un petit message qui se base sur le rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, qui a produit un rapport de très bonne qualité cette année sur le management français. Et moi, c'est le message que je veux faire passer aux dirigeants français. Okay. On a des candidats, des employés extraordinairement créatifs et énergiques en France, beaucoup plus que ce qu'on croit. On aime bien se plaindre, etc. En fait, ils sont très puissants et très productifs, beaucoup plus que ce qu'on croit. Mais par contre, ils sont inhibés par une culture managériale qui, elle, n'est pas du tout au niveau. Et c'est ce que dit le rapport de l'IGAS, je le résume rapidement, mais on est planté par notre habitude, volonté de faire de la réunion tout le temps, la réunion vite. L'obsession du présentéisme, qui a besoin de toujours montrer qu'on est là, ce qui explique que la France d'ailleurs est handicapée sur les questions de télétravail par rapport aux autres pays. Et puis cette obsession de l'égalité, qui vire à l'égalitarisme et qui empêche de faire de la personnalisation dont on a parlé tout à l'heure et qui pourtant est évidemment ce qu'il faut faire pour déployer le talent de quelqu'un. Parce que si on fait la même chose pour tout le monde, évidemment qu'on n'arrivera jamais à trouver les solutions managériales et organisationnelles qui vont bien. Alors voilà ce que je dis aux dirigeants. Appropriez-vous ce rapport. Pas de pudeur de gazelle. Quand quelque chose se passe, on essaye, on transforme vite. Arrêtons le principe de précaution qui sert à rien, qui inhibe tout. Il faut aller vite. Pour aller vite, il faut essayer et se planter. Et si on se plante vite, on apprend vite et comme ça, on se relève et on y va. Donc ça, c'est vraiment un appel à l'énergie, un appel à la transformation organisationnelle pour enfin faire sauter ces verrous organisationnels très français. Et si on fait ça, on sera meilleur que les autres. Et notre compétitivité et notre souveraineté, elles passent aussi par là.